Oui, non, je serai. Oui, j'arrive. Je suis sur les Champs-Élysées dans, disons, 45 minutes, 1 heure. Ok, à tout à l'heure. Oui, bonjour. Mais écoutez, on a le temps. On a le temps d'échanger. Et merci d'être connecté. Et surtout, il faut bien vieillir, hein. Faut pas se prendre la tête. Les temps deviennent très compliqués, hein. On disait à l'époque, Masangamana, c'est devenu très dur, hein. Donc bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition du 13h. Nous allons revenir sur la CAN. C'est la compétition qui est en train d'éblouir le monde. Et d'ici quelques années, ne soyez pas étonnés que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, supplante la Coupe du Monde des Nations. Parce que c'est l'Afrique qui est le continent premier. C'est l'Afrique qui est le continent du piment, du sirop, de la nivaquine, du ginger, du soya, de tout ça. Et aucune autre partie du monde n'a ce plaisir-là. Malgré tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on va dire, tout le sabotage, personne, aucun coin du monde ne peut atteindre l'Afrique en termes de vie. Donc la CAN, que beaucoup négligeaient, est en train de devenir le phénomène du monde. Toutes les chaînes du monde entier. C'est inédit. Et je pense qu'avec les années, vous allez nous donner raison. C'est pour ça que nous, on croit en cette Afrique. Voilà, on croit fermement, même si sur place, il faut régler beaucoup de problèmes géopolitiques, économiques, sociétaux. Il faut que la jeunesse vive. Il faut que les jeunes puissent acheter les voitures neuves. Hein, que les jeunes puissent acheter les voitures neuves construites par des entreprises installées sur place, neuves. Hein, il faut que les jeunes puissent avoir un crédit pour construire une maison. Hein, d'ailleurs, je vais vous dire, je viens de construire ma maison au village, c'est une maison de campagne, il y a des témoins. J'ai commencé avec 0 francs. J'ai une presse à briques, j'ai fabriqué mes propres briques de terre. Et je construisais la maison de mon oncle à côté. Lui, il a exigé que ce soit avec les parpaings. Mais le temps de dire ça aux Africains, ça peut mettre 1000 ans. Là, c'est dur à changer. J'ai frappé mes propres briques avec une presse que j'ai fait fabriquer et j'ai fabriqué moi-même ma presse. Tu prends ton sable, tu frappes tes briques, vous connaissez, tu fais ta maison. Là, c'est l'Afrique. Et au village, vous avez des terrains. D'accord? Bon, bref. Ceux qui veulent suivre mes formations et mes conseils vont profiter, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime le progrès. Moi, je suis un Africain, mais qui aime le progrès. Je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas le tribalisme. Je n'aime pas la médiocrité. Je n'aime pas qu'on mette Ondoa à la place d'Onana. Parce qu'on n'arrive pas au sommet et dans chaque famille, il y a toujours, on combat toujours un Onana dans nos familles. Parce qu'il est bon, parce qu'il est brillant, parce qu'il connaît. On veut le dénigrer pour mettre un patou qui joue en 5e division. Ah, vous êtes bête ou quoi? Bon, donc, ce que je voulais vous dire, c'est... Oui, exactement comme avait fait le roi Bamoun, hein, vous faites chauffer la terre. Vous faites vos briques, vous mettez le feu. Ça durcit la brique et puis ça peut faire 2000 ans. Pourquoi vous embêtez à aller vous endetter à acheter une tonne de ciment chez Ciment Cam? Les Chinois construisent avec les bambous de Chine. Ça remplace le fer. Le bambou de Chine que vous simplifiez là est 100 fois plus solide que les fers. Donc vous faites de la fondation avec ça. Et j'ai fait ma maison comme ça. Une de mes maisons. Si je vous montrais tout, hein, mais tout est là, je vais vous montrer. C'est des formations, c'est des choses comme ça qu'on a envie de lancer. La maison à 200 000, sous réserve de votre terrain. Bien sûr. Pourquoi vous êtes pauvre? Bon, bref. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique est un continent de la lumière, de la belle vie. Les femmes sont belles, les gars sont musclés.
le football. Tous les footballeurs du monde sont africains, enfin les vrais. Ronaldo, vous ne savez pas que même le grand Ronaldo, là, Cristiano, sa mère, son grand-père est du Cap-Vert. C'est des... Hein? Ah, Lionel Messi, c'est un pygmée indien. Maradona, il avait du sang noir, c'est un indien. Hein? Pelé, Mbappé, Samori, tous les... Bon, bref. Donc, moi, je suis fier de cette Afrique et c'est une belle gifle. La Coupe d'Europe ne peut pas atteindre la Coupe d'Afrique. C'est froid. Les joueurs là-bas s'appellent le Mbandoski. Je ne sais pas depuis quand le Mbandoski. Les joueurs s'appellent Schweinsteiger, des trucs. Ça n'a pas d'intérêt, quoi. Le football européen, avec les milliards, ils n'ont aucun goût. Ils jouent comme des robots. L'Afrique, vous sentez le Congo, vous sentez le Nigeria, Ho Chi Minh, hein. C'est mystique. Les gars dansent avec le ballon à la Roger Mila, quoi. Donc, je crois, j'aime cette Afrique. Mais ce que je n'aime pas dans cette Afrique, pour parler de la CAN, c'est que tout l'argent rentre dans la poche quand même des patrons. Et vous savez, vous connaissez nos patrons, c'est les mêmes hein, qui étaient là depuis l'esclavage. C'est-à-dire la CAN totale. La CAN est africaine, mais c'est la totale, quoi. Et après, c'est Bolloré, c'est les gars, ils gagnent. Ils mettent les moyens là où les Africains fuient. Là où les Africains n'ont pas le courage d'investir. La CAN n'est pas seulement la danse et les belles femmes capverdiennes qui marchent les fesses le cul en l'air, les fesses en l'air à Abidjan, mais c'est aussi, voilà, il y a une dimension économique. C'est ça qui nous échappe. L'esclave ne connaît pas ce qu'on appelle l'argent. L'esclave n'a pas le courage de domestiquer le business. Hein. Si je venais vous dire, créons des startups pour nous-mêmes sponsoriser nos événements, oh, laisse-nous ça. Ouais. On n'a vu aucune banque africaine, même en ligne. On est 1,5 milliard. Il suffit de créer une banque en ligne, dématérialisée. Aujourd'hui, vous êtes milliardaire. Les jeunes Africains peuvent faire leurs transactions. La preuve, c'est Orange. Orange Money fait 100 milliards de bénéfices par mois en Afrique. 100 milliards dans toute l'Afrique. Et ils sont sponsors de la CAN. C'est eux qu'on voit à la CAN. C'est Canal+, c'est Total, c'est Orange. Mais moi, je n'ai rien contre. Hein. C'est les intérêts français. Évidemment, il faut les préserver. Ça, mais voilà. Mais les Africains sont dans le bavardage, chez les intrigues et tout. Et puis, voilà. C'est ce que je pouvais apporter comme bémol. Je n'ai pas vu de grandes compagnies africaines. Je n'ai pas vu de génie africain, des entrepreneurs. Hein. Je n'ai pas vu nos start-up, nos ingénieurs cachés aux États-Unis, toujours dans la grandiloquence, mais tu fouilles, les gars sont hyper endettés dans la Dubaï et partout, en Turquie. Venez donc en Afrique, on doit voir ce que vous fabriquez. Hein, on doit. C'est là où. Mais c'est ça ma petite déception. On est d'accord? Parce que c'est là où on devait voir le génie africain, pas seulement sur le terrain. Et les gars qui fabriquent les tuiles, les gens qui nous fabriquent les trucs là, les entrepreneurs qui nous disent qu'ils vous rendent milliardaires en 1 seconde. Mais on devait voir vos entreprises milliardaires, mais non, mais bon sang. Mais c'est ça le drame. L'Afrique est toujours là. On danse, les autres encaissent l'argent. Ça me rappelle les soirées africaines. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, on organisait des grandes soirées ici, et à Paris, et puis, qu'est-ce qui m'avait fatigué dans ces soirées africaines? Et il y avait un Camerounais qui a fait beaucoup de choses, qui a même fait le Zénith, tout ça. Mais après, quand on faisait les comptes, hein, tu voyais que la salle ne nous appartenait pas. La salle n'appartient jamais à l'Africain. On paye la salle. Tu payes les vigiles, qui sont souvent aux Yougoslaves. Tu payes la sécurité. Tu payes les assurances. Tu payes la sécurité incendie. Tu payes l'électricité. Tu payes les charges et à la fin,
tu as remis tout l'argent au patron. L'esclave travaille donc pour remettre toujours l'argent au patron. Et ça, c'est ça que j'aime pas. Mon tout dernier livre s'appelle « Industrialisez-vous et taisez-vous ». Mais tous les Africains devraient l'avoir. Ceux qui veulent, en tout cas, vous pouvez l'avoir. Hein? Alors, donc, Melvin Atangana, pourquoi vous m'embêtez avec vos choses-là? Laissez-moi finir, je vais arriver sur, c'est quoi, Bobda? On va en parler, hein, d'accord? Je pense que c'est un sujet qui vous gratte la gorge. Les choses que moi je dis là ne vous intéressent pas. Bon, oui. Oui, Melvin Atangana, c'est un faux profit déjà. Et qu'est-ce qu'il y a? Contemplant Teng. Tous les faux profits bizarres. Soyez quand même un peu fin quand vous prenez même des faux profits. Teng, ça veut dire quoi encore? Mansa. Mansa, c'est quoi Mansa? Moi, les concepts où je comprends rien, je ne me prononce pas. Hein? Il y a un truc en Afrique, même quand les gars veulent créer des trucs, ils mystifient encore eux-mêmes leurs propres trucs. Eux-mêmes, ça devient, c'est une secte, on comprend, je comprends pas. Donc je veux comprendre et puis je me prononcerai. Ne venez pas m'imposer, je vais dire un truc là, vous allez prendre et ça va devenir un problème. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais même pas qui fait ça. Dites-moi un peu plus. Alors, maintenant, sur le cas de Bobda, mais qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi vous voulez que nous tous on dise des choses? Mais si c'est un violeur en série, hein? Si c'est un Junior Funba, mon petit, écrivez-moi une box, vous avez mes numéros. Je vous donne mon numéro. Tout le monde a mon numéro, non? Vous mettez... Mon numéro du Cameroun est le plus connu du monde. Les policiers, les bandits même, les jeunes filles. Mais tout le monde m'appelle au Cameroun, hein, sans respect même. Mon numéro, c'est le 6 95 53 79 68. J'ai un numéro universel. 6 95 53 79 68. Alors, moi, je ne vais pas me prononcer sur vos choses-là, mais je vais faire une analyse, on va dire, panoramique. Vous vous rappelez quand même que la prostitution, c'est vous qui faites semblant de la découvrir aujourd'hui, mais il y a une dépravation de mœurs totale au Cameroun. Hein? Ça ne commence même pas aujourd'hui. La société est tellement dure que nous envoyons nos filles dehors. La moitié, toutes les filles qui sont en Europe, la moitié ont fait le dehors. Comme on dit entre guillemets. C'est pas de leur faute. Elles ont été poussées par la dureté de la vie. Nos filles sortent dès 12 ans, 13 ans. Les parents poussent, la maman pousse. On dit va chercher le blanc, va chercher l'argent. Mais aujourd'hui, vous parlez des retombées et des conséquences. Nous avons une société totalement dépravée, totalement bridée. Nous poussons nos jeunes sœurs à l'extrême. Et parce que la société n'est pas très bien organisée. Toute l'Afrique est comme ça. La jeune fille porte le poids de l'échec de nos sociétés. Parce que c'est la plus fragile. Et dans un pays normal, on protège toujours la femme. Vous savez qu'en Europe aujourd'hui, ici en France, les jeunes filles ont le droit d'aller prendre des serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques à la pharmacie, c'est gratuit. La pilule est gratuite. Les préservatifs sont gratuits pour les jeunes. Les jeunes ont ce qu'on appelle le pass culture. On leur met de l'argent là pour acheter des livres, aller au cinéma, se divertir. Les établissements scolaires font des sorties pour permettre aux enfants d'aller en vacances. Les associations permettent aux plus pauvres d'aller en vacances, de sortir un peu de... voilà. Donc, ne venez pas avec ce genre d'argument, me dire que Bobda n'est pas coupable ou pas, ça ne m'intéresse pas.
Hein, si vous venez le défendre, vous êtes peut-être très lié. Au Cameroun, tu peux même égorger quelqu'un aujourd'hui en route, tu as quelqu'un qui vient défendre. On a tué un journaliste au Cameroun. Il y a des gens qui sont payés par les deux camps. Et vous les suivez sur Facebook. Dès que tu fais l'Orange Money, et moi je parle toujours avec les preuves, dès que tu envoies l'argent à quelqu'un qui est caché, ou à Londres ou à Paris, il attaque un camp. Dès que tu lui redonnes l'argent, il attaque l'autre camp. Et c'est les camps qui s'affrontent. Finalement, on n'attrape pas le meurtrier. Donc au Cameroun, tout le monde peut acheter aujourd'hui sa liberté. Et c'est ça qui est dommage. Donc ce phénomène je vais dire phénomène de Bobda, si vous voulez, je vous dis d'abord ce que je pense, humainement. Pour le peu que j'ai pu suivre de ce gars, moi je pense qu'il est déjà un malade. Sans le connaître, hein, vous voyez, vous avez affaire à un déséquilibré. Psychologiquement, il y a un ressort qui s'est cassé. Enfin, le personnage qu'on a vu là, je ne connais pas. Mais il y a une manière, les enquêteurs, surtout dans la police, utilisent ce ressort psychologique. C'est pour ça qu'on appelle souvent des experts. Vous voyez, quand quelqu'un commet un crime, on regarde si son état mental, s'il va bien. Et ça, on va laisser peut-être aux experts, aux médecins. Mais c'est pour ça que parfois, quelqu'un commet un crime ici, on l'amène plutôt en psychiatrie. Moi, quand j'écoute un gars parler, on sait s'il est malade ou pas. Et quand moi j'ai écouté, le peu que j'écoute de ce gars, l'intonation de sa voix, les mots, le débit, il contrôle même pas déjà sa parole. Vous sentez qu'il est malade, il est fragile. Et bon, ça peut laisser cours à toutes sortes de dérives, la violence. Hein, les gens disent qu'il est bipolaire, mais en termes techniques, on va dire cyclotimique. Voilà, quand quelqu'un est cyclotimique, donc il est en train de rire, après il pleure. Il est en train de... Après il se fâche. Vous avez des gens comme ça dans toutes nos familles, des tantes, des oncles, des cousins, hystériques. Donc, vous évitez même parfois de lui dire bonjour, parce que le bonjour, vous ne savez pas comment il va prendre. Et quand j'écoute ce gars de Bobda, vous sentez qu'il est atteint, il a quelque chose qui ne va pas. Et on ne doit pas laisser, et surtout, on dit qu'il a une arme. Hein? Comment dans un pays, on peut laisser quelqu'un avoir une arme? Bon, je parle sous réserve, si c'est ce que j'écoute, voilà, donc moi je peux pas prendre le parti, je travaille en fonction de ce que vous me demandez d'analyser, d'accord? Et donc quand quelqu'un est comme ça, vous sentez qu'il y a des ressorts psychologiques, il y a une violence. On décrit son père comme avoir été très violent. Donc c'est des trucs qu'on hérite de l'environnement, l'éducation, la culture et aussi les gènes. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant, sur le cas Bobda, tous les Camerounais qui ont un peu d'argent sont des Bobda. C'est-à-dire, personne n'est saint. Évidemment, il faut condamner les viols. Donc, je ne comprends pas comment un gars a les moyens et il peut violer. Déjà, il y a tellement de misère en Afrique que quand tu as les moyens, il suffit d'entrer en boîte de nuit, déposer une bouteille de whisky et puis, bon, peut-être ta voiture est remplie. Moi, j'étais encore l'autre jour à Yaoundé, j'ai vu un ami, un gars qui a une voiture de collection. Il est allé boire un verre, au moment de partir, les filles étaient pleines dans sa voiture. Il disait, sortez. Hein? Donc, donc il se battait, la bagarre a éclaté entre les filles qui ne voulaient pas descendre de sa voiture. Bon, donc, évidemment, il faut condamner. Mais ce que je condamne aussi, c'est la paupérisation. Un pays ne peut pas se développer si on ne sécurise pas la femme ou la jeune fille. Toutes nos sœurs sont... C'est Maître Alice Combe qui le disait, hein, grande avocate, hein, c'est une maman, elle ne ment pas. Elle disait qu'en réalité, toutes les femmes sont des prostituées, elle-même y compris. Elle disait ça sur un plateau de télé. Et l'extrait encore sur YouTube pour ceux qui veulent le comprendre. Et elle était très claire. Elle dit, elle-même, elle a un prix. Elle-même, elle a un prix. Elle dit, la personne, c'est une très belle femme, l'une des premières avocates d'Afrique, femme.
Donc, quand tu viens aborder une femme comme Alice Com, dans ce doigt-là des années 60, là, monsieur, tu mets la maison, hein, tu mets la voiture. Une femme va toujours, il y a toujours un prix à payer. Hein. La femme veut. Si tu n'as pas le charme, l'attention, tu dois payer quelque chose. Tu dois payer. D'accord? Et toutes les femmes, je ne sais pas, quelle est la femme qu'on peut avoir sans payer? Ça n'existe pas. Bon, on ne le dira pas comme ça pour être fin. Vous savez, il y a une manière de parler, on va dire, toutes les femmes ont du charme, un certain charme. Et ce charme-là a un prix. Déjà, il faut l'amener au resto. Tu l'amènes à Paris, ici, la Sol. Vous savez, j'ai un ami qui voulait tellement faire plaisir à une copine il y a quelques années. Et puis, pas un ami, un petit qui nous suivait, il voulait marcher avec nous. Et on se retrouve à un restaurant. Le restaurant est connu, hein, c'est le Coq Noir. Et le gars commande, la fille commande la Sol. Et la Sol arrive. La facture, c'est 120 €, la Sol. Alors, 120 €, ça fait combien de... Ben, ça fait déjà près de 100 000 francs, non? Le gars, la bagarre a commencé, quoi. Il a oublié qu'il voulait faire plaisir à la fille. Donc, la fille a coûté 120 € déjà d'entrée de jeu. Rien que ça Sol. La facture tourne autour de 600 €. Le gars, la bagarre a déclenché dans ce restaurant. Donc, pour dire que, voilà, donc, je ne crois pas que Melvin Atangana soit un vrai profit. Pourquoi vous vous fâchez? Je vous dis que Maître Alice Com, qui est vivante, hein, je l'ai citée. Oh, écoutez-moi bien, vous ne comprenez jamais. C'est elle, une femme de très haut niveau, une des grandes intellectuelles de ce monde, qui dit que dans la logique, le terme peut être choquant, mais toutes les femmes sont des prostituées, parce qu'il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas vous placer en route, vous appelez une femme et vous... Ah, ça se passe pas comme ça. Même le café, vous allez le payer, le resto, vous allez le payer, l'hôtel, et après vous lui faites plaisir. Quand vous êtes raffiné, ça s'appelle un cadeau. Mais un billet d'avion, il y a des gars qui envoient les billets d'avion aux filles pour aller voir la Cannes, hein, pour aller à Dubaï. Ah, mais c'est un prix, il y a le prix à payer, monsieur. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu as de l'argent, pourquoi tu es en plus violent? L'argent te rend déjà insolent. Vous voyez, c'est pour ça qu'au Cameroun, il faut faire attention. L'argent surprend beaucoup de gens. La vie a surpris beaucoup de gens. Les Africains font comme s'ils deviennent fous quand il y a quelque chose qui leur arrive. Les milliardaires n'ont pas besoin d'être violents. Les riches sont déjà riches de la vertu. Ils ont tout. Quand tu peux commander tout, pourquoi tu veux être violent? Les filles même veulent. Moi, je me rappelle d'une fille qui était journaliste qui nous disait qu'elle est tombée sur un mec. Elle est tombée sur un vieux qui est directeur général et qui sent bon et qui l'envoie à Kribi avec chauffeur et qui... donc, le gars a toutes les bonnes manières. Alors, il y a qu'en Afrique qu'on peut être riche et villageois. C'est-à-dire, riche et grivois, riche et sans éducation, riche et sans manière, riche et sans finesse. Quand on parle de savoir-vivre, l'argent vous donne le droit au savoir-vivre. Mais il y a une catégorie là aujourd'hui en Afrique, je ne sais pas où ils prennent l'argent dans la vente du porc ou je ne sais pas de quoi. Ils sont en boîte de nuit, sont les plus insolents. Ils giflent les filles, ils tabassent, ils fouettent, ils agressent. C'est le savoir-vivre. Donc la société est malade de ça. Donc je disais que normalement, dans un pays normal, une femme doit être courtisée. La femme mange les beaux mots. Hein? La femme mange le savoir. Nous, quand on était plus petits, on avait toutes les filles à Bonapriso qui nous couraient dessus parce qu'on essayait d'être propre. On essayait d'être propre.
Même si la poche ne suivait pas, mais ta manière d'aborder la fille est... Ouh, les femmes aiment ça. Et si tu as encore un peu de moyens, tu peux lui offrir un café au rooftop à Bonapriso, à Bastos. Mais non. Bon, bref. Donc, je souhaite que la justice fasse son travail et que ce garçon, s'il est vraiment, comme on décrit là, il n'a pas sa place. Vraiment. Et il y a beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup. Moi, je connais des gars qui amènent des filles à Kribi tous les week-ends. Il suffit d'avoir un peu d'argent pour être un Bobda au Cameroun. Hein. Et ce n'est pas... Il ne faut pas culpabiliser ces filles. La misère fait que... La misère et la pression sociale font que... La misère au Cameroun, vous ne pouvez... c'est les filles qui ressentent la misère. La femme n'est pas faite pour souffrir comme ça. D'accord? Et c'est pour ça que la plupart de nos sœurs préfèrent venir chercher le Ntangan ici pour fuir un peu le manque de considération, d'amour. Et même nos sœurs qui sont ici savent qu'elles sont esclaves de leur famille en Afrique. Parce qu'on leur met la pression, comme si elles doivent faire la pute à tout prix. Et dans les rues du Cameroun encore, où il n'y a pas de boulot, à Douala, Yaoundé, toutes les filles sont à Bonapriso le soir, ou à Bonamoussadi, ou à Bastos. À 18 h, on les jette. Et si économiquement on ne trouve pas un moyen pour que ces enfants aient le minimum, et ce n'est pas qu'au Cameroun, même en France, vous pouvez voir, en Europe alors, c'est des réseaux de pédophilie et de prostitution organisée. On a fait un reportage l'autre jour sur TF1, il y a 2 ou 3 jours, sur la prostitution des mineurs. Donc les mineurs, hein, les jeunes filles, 12, 13 ans. Donc même en France, c'est un phénomène. Aux États-Unis, alors, c'est la catastrophe. Dans les pays du Maghreb, là-bas, quand vous allez au Maroc, on vous met un jeune garçon de 5 ans dans la chambre. D'accord? C'est un phénomène mondial. Partout où il y a la misère, ça ne peut pas finir. Partout où il y a les riches, il y a ce phénomène les riches ont des vices. Et le monde entier fonctionne comme ça. Dominique Strauss-Kahn partait des États-Unis pour venir chez Dodo la Saumure. Ça, c'est en Belgique. On lui mettait tout un hôtel de filles. Toutes les chambres, on lui met deux filles par chambre pour un seul homme. Hein? Ce n'était pas Bob Dano. C'était Bob Danov. Et bon, après, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette saleté-là. Moi, j'aime quand on courtise la femme, quand on lui donne de la considération, même si au petit matin, vous allez payer, quoi. Mais il faut respecter. J'ai des amis, j'ai des gens au Cameroun, dès qu'ils ont un peu de pouvoir comme ça, ils deviennent très insolents, très arrogants. Ils méprisent, ils insultent, parce que voilà, ce truc-là, c'est l'ignorance. Et je parie ici que vous savez de quoi je parle. Donc, si ce gars-là a violé autant de femmes, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on a gardé ça longtemps. Vous savez que nous vivons dans des sociétés où on ne parle pas. La vérité dérange. Nous vivons dans des sociétés où on ne dit pas la vérité. Dans les familles, tu dis la vérité, la bagarre commence. On dit qu'il y a des valeurs, des choses en famille qu'on ne parle pas. On viole, un oncle peut violer, hein, il peut taper même les enfants. On dénonce, on dit que tu as trahi le secret de famille. Donc vous avez vos secrets de famille. Vous avez des bobdas partout. Vous sortez de là, même maintenant, même en Europe, vous voyez ici, c'est récemment qu'on a lancé le mouvement MeToo. Les femmes aujourd'hui, mettez-vous là, dénoncez, allez au commissariat, ne vous faites plus violer pour rien. Un gars ne peut pas violer autant de femmes comme on dit. Comme on dit. Moi, je ne suis pas là-bas. Et puis, on dit que ça fait 20 ans. Vous avez déjà entendu ça. Ça veut dire que les Camerounais même n'aiment pas la vérité. Hein, vous n'aimez pas ce qui est bon. Bon, bref. Alors, deuxième chose. Il nous manquait quoi là?
On a parlé de tout. Les lions indomptables, c'est ça? Et puis, bon, oui, les lions indomptables. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je n'aime pas... Oui, ma chère Siké, mais c'est vrai ce qui se passe. On ne peut pas inventer, il n'y a pas la rumeur. Mais le noir n'aime pas la vérité. Mais ils sont dans les églises. Ils suivent tous Jésus-Christ, qui est mort pour la vérité. On nous dit ça. Vous êtes tous des chrétiens de quoi alors? De l'obscurité, de la misère, de la famine, du banditisme, du vol, hein? Et bon, les lions indomptables, sans transition, on va dire que moi, ce que je pense, c'est que on n'a pas de grands joueurs. Voilà, on n'a pas de grands joueurs. Bon, d'autres accusent le staff. Moi, je ne défends plus les gens. Ce que je défendais, moi, c'est la sortie de Rigobert Song qui me chagrine un peu, parce que j'aime pas quand le Camerounais, tu peux même lui proposer ton expertise, il refuse. Rigaud ne sait pas parler. Il doit apprendre à parler. Vous allez même voir qu'il n'est pas fautif, mais quand tu viens de perdre, il y a des choses, tu ne peux pas parler comme ça. D'accord? Et on est là pour les former. On est là pour leur donner un peu. Moi, si je parle comme ça devant vous, c'est 20 ans de pratique à un très haut niveau de la rhétorique. D'accord? J'ai quelques camarades ici, que ce soit au lycée classique d'Edea déjà à l'époque. J'étais directeur du club journal en seconde. D'accord? Et plus tard à l'université, je suis venu en France, j'ai fait les meilleures écoles. Donc, quand vous nous voyez là, et les réseaux sociaux font croire à tout le monde aujourd'hui qu'on peut atteindre le sommet. Non, Rigaud, tu es un grand footballeur. Très grand. Maintenant, tu es un grand manager. Tu veux devenir grand manager? La parole, l'attitude, le body language. Tu viens devant les gens, tu lances une blague, Namakoulouane et tout. C'est pas les jeux. Aucun entraîneur ne vient jouer quand il est face à la presse, parce que c'est cette presse-là qui t'enterre. S'il y a 20 journalistes dans la salle, 18 sont là pour t'abattre. D'accord? Ils vont attendre tes moindres petites failles. Et dès qu'ils récupèrent, ils balancent dans la presse un article contre toi et ça te détruit moralement et ça se joue sur le terrain. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc, et les gars comme Mourinho a 4 agents, 4 conseillers. Image, communication, stratégie et la psychologie. Lui-même, le coach, a un psychologue. Vous pouvez voir mes conversations avec Rigaud. Il ne répond même pas. Parfois, il dit Mayang, oui, et puis ça s'arrête. On ne veut pas se donner les moyens. Voilà ce que je voulais dire. Pour le reste, il assume sa carrière. Moi, je sais que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et il ne faut pas qu'on le jette à la vindicte, parce qu'il fait aussi avec ce qu'on a. Hein. Il a par exemple dit que vous qui devez être là, qui ne devez pas être là. Voilà ces mots. Mais dans le bon procédé, il aurait utilisé une autre rhétorique. La même phrase. Si tu dis aux journalistes, bon, vous qui êtes là, citez-moi un joueur du Real de Madrid, camerounais, que je n'ai pas mis dans cette équipe. Les gars allaient se taire. C'est la même phrase où j'ai bien voulu appeler Luis Enrique du PSG pour qu'il me donne le meilleur joueur du PSG. Mais vous voyez que c'est autre chose, non? Ça paraît anodin, mais c'est un métier. Alors, même Samuel Eto'o souffre peut-être de ce même problème. C'est-à-dire, il faut mesurer chaque parole. On est dans la communication de crise. Et vous ratez la communication de crise, et la crise se déclenche. Vous ne laissez pas les gens vous insulter tous les jours. Il faut leur répondre, mais de manière stratégique. Bref. Hein? Bon, ça, mais après, bon, vous savez ce que moi je pense. On a aussi atteint nos limites là.
Et je pense que la génération Eto'o, Ndita, Rigo est terminée et le reste n'a pas de talent. Maintenant, il faut lancer un truc où on va chercher les petits qui naissent avec le truc. Il y a trop de joueurs forcés chez nous. Le football au Cameroun, c'est le seul domaine où un gars sort d'Azerbaïdjan, il est à l'équipe nationale. Tu fouilles même sur Google, tu tapes son passé, est-ce qu'il a joué en mineur, en senior, en cadet, il sort d'où? On n'a pas de traçabilité. Et vous voulez que... C'est pas facile, les gars. Et maintenant, donc, quand tu as une équipe qui n'a pas le grand niveau, vous créez donc ce qu'on appelle l'architecture du management. Avec une équipe de petites gens, on peut créer des champions d'Afrique. Vous l'avez fait en 2017. Hein? Avec des gens inutiles là, c'est des gars qui savent juste... Mais vous leur inculquez le management, c'est ça. Mais est-ce que il faut questionner les compétences de manager, de leader de ces gars-là? Et moi, voilà ce que je voulais dire. Et pour la suite, bon, les Camerounais ont trop de tard. On n'est pas boss, on n'est pas de grands joueurs. Ce que je dis là, on va le faire, même en politique. C'est-à-dire, pourquoi un système est là depuis 40 ans? C'est parce que les gens sont médiocres. Le système n'est pas là parce que les gens là sont forts. Le système est là parce qu'en face, c'est maïs, comme disait Gbagbo. À force de croire qu'on peut taper un système qui est là depuis 40 ans, qui se reproduit, qui a toutes les failles, les techniques, on ne fait que nous taper. Enfin, pour ceux qui se revendiquent de je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça. Vous voulez arriver dans une compétition alors que les autres ont Osimhen. Et qui on met pour barrer Osimhen? Vous mettez un gars qui a joué 15 minutes de toute une compétition. Vous mettez un gars qui joue, il s'appelle qui là? Njoya Gonzalez. Il pèse d'abord comme un sac de foufou de mes beaux-frères Bamoun là. C'est Njoya, non? Il croit que c'est le couscous, c'est le njapche. Osimhen est sec comme un bâton de manioc. Il a la vista. Il est l'un des meilleurs avant-centres du monde. J'aurais encore préféré qu'on lui opposât Chateau là, le petit Chateau, hein, ou Angwa. Disons, ces enfants-là nous font réfléchir. Donc, mais vous voyez, c'est des questions de management. Et puis Nuhu Tolo, vous voyez, il a la volonté, mais c'est un Congo Donadoni, hein, mon cousin du village, un peu villageois là. Il fait trop d'efforts pour atteindre 5. Et Nuhu Tolo veut mourir au stade. Même là où il faut amortir, il n'a pas l'aisance physique, tactique, technique. Donc il faut qu'on passe à la détection des génies. Moi j'ai vu le match Cameroun-Côte d'Ivoire en 80... Non, un Nigeria-Côte d'Ivoire en 84 en Côte d'Ivoire. Ah, je peux vous dire que c'était un régal. Vous voyez Njonkep Bonaventure. Njonkep Bonaventure. Mais le bal au pied, c'était Abega Théophile. Oh là 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 là. Roger Mila. Alors, peut-être il faut du temps. Et peut-être on n'a plus le niveau. Et vous voyez, on est face aux Nigériens là, on recule. On n'attaque pas, on recule. Donnez les passes derrière. Donnez les passes derrière. Naoukanda football. Hein? Vous voyez donc les amis, qu'il n'y a pas que... Hein? Il n'y a pas que Bobda. Hein? L'équipe nationale, ces gars sont des Bobda du football. Hein? Ils violent le ballon. Ils nous empêchent de... c'est trop... C'est pas beau. Hein? Ils nous ont présenté de la salade russe. Hein? Un prêcha soporifique. C'est des violeurs de ballon. On caresse le ballon. Ils savent pas jouer. Ils savent pas jouer. Après, vous pouvez tuer Rigo, vous pouvez tuer Eto'o, mais Eto'o savait jouer, Rigo savait jouer. Ces gars-là ne savent pas jouer.
Ah non, non, non. Non, 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 non. Ils ne savent pas jouer au football. Nous, en tant que spectateurs, non, 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 ces gars ne savent pas jouer au ballon. Non. Ils ne savent pas jouer au ballon. Hein? C'est des joueurs quelconques. Voilà. Et moi, la lourdeur, c'est qu'on demande à Eto'o de ramener la coupe avec des joueurs quelconques. Mais pour que la coupe rentre, il faut un environnement aussi sain. Et puis, globalement, il y a un mauvais esprit au Cameroun, politiquement. Hein. Depuis les années... Depuis même 20 ans. Hein. Patrick Mboma, c'est pas tous les jours. Hein. Avoir un Patrick Mboma, c'est... Hein. Moi... Regardez le petit qui a la barbe là, comme un vieux là. Hein? Comment vous l'appelez? Un Nkoudou. Mais c'est des petits joueurs. Petits joueurs. Quand vous voyez un joueur qui commence en France, Marseille et tout, après on le chasse, après il se retrouve. Hein? Voilà, peut-être Choupo-Moting. Bon, mais quelqu'un aussi, Choupo-Moting, je sais pas, oui. Choupo-Moting devait être là. Hein? Allez savoir pourquoi il n'a pas été pris. Mais ça, c'était déjà aussi une faute. Parce que Choupo-Moting a quand même la maîtrise du ballon. C'est vrai qu'il n'est pas très performant à l'équipe nationale. Bon, vous savez, Choupo-Moting est un joueur moyen. Mais au-dessus de beaucoup de joueurs camerounais. Voilà. Choupo-Moting est un joueur moyen. Parce que s'il était bon, l'Allemagne ne le laissait pas. S'il était bon, là. Très, très bon. Mais il a un niveau supérieur à tous ces gars-là. Pour moi, Choupo-Moting, c'est le 10 du Cameroun. Mais il n'a jamais su prendre ses responsabilités. Je ne sais pas. Il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Voilà. Et Choupo-Moting est remplaçant aussi. Bon, il devait être là par rapport au niveau du Cameroun, mais est-ce qu'il... Bon. Et il y a Onana. Vous mettez Onana au banc. Ah, vraiment, il faut arrêter l'imposture au Cameroun. Ondoa est soutenu par les Camerounais, mais qui demandent le changement. Comment vous pouvez exiger le changement de la médiocrité? Comment vous pouvez croire qu'Ondoa peut être un grand gardien, si grand qu'il dépasse Onana dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde? On n'arrive pas à Manchester United par hasard. C'est ça le Cameroun. Vous détestez, vous êtes jaloux, vous dites que le gars se vante. En fait, vous, le Camerounais déteste celui qui sait. Mais en même temps, il dit qu'on est pauvre et qu'on est sous-développé, mais il refuse le développement. Et voilà ce qui me gêne un peu dans ce pays-là. C'est ça qui est gênant. Ondoa ne peut pas être un grand gardien dans ce monde, pour une seule raison. Il n'a pas la taille. J'ai causé avec tous les grands gardiens, les Andem William, les belles Joseph Antoine. Regardez tous les grands. Un gardien aujourd'hui, c'est 1m90. Hein. C'est un bon gardien. Aujourd'hui, regardez le gardien mauritanien. Il n'a pas peut-être la souplesse et tout, mais le gars a 2 mètres. Ah ouais, ça compte. Ça compte. Vous mettez Onana à la place d'Ondoa pour les buts là contre le Nigeria, il les encaisse pas. Parce que c'est une stature. Bon, bref. Alors, maintenant, les gars m'ont posé... On bascule en politique pour dire quelques mots. Attendez, j'ai un coup de... Ok. Les travaux chez Néo, les paiements des factures de l'essentiel sont indisponibles. On va me couper la lumière au pays. Bon, bref. Alors, donc, bon, maintenant, pour revenir, je sais que vous n'aimez pas la politique. On va juste dire quelques mots.
Qu'est-ce qu'on a dit en politique là? Parce que l'Afrique, là, il y a la CAN, le football, mais il y a aussi la politique qui se joue. Hein? C'est l'UD, quoi là? L'UMOA, la CEDEAO. On dit que le Mali, le Niger, le Burkina sont quittés. Bon, moi, vous savez ce que je pense. Hein? Je pense que... je vais d'abord dire à tous les panafricanistes que vous aimez là. Peut-être vous découvrez le panafricanisme. C'est ce qui me gêne au Cameroun. C'est que comme nous tous on fait des vidéos aujourd'hui, quand quelqu'un découvre une idée qu'il croit lumineuse, hein, ça me rappelle le gars qui a lu Père riche, Père pauvre et qui nous a fait une vidéo là-dessus et puis il croit qu'il a la forme. Mais c'est un livre qui est là depuis 10 ans. Bon, bref. Oh, mon petit frère Besto, oui, personne ne peut me vilipender, ils sont de mauvaise foi. C'est nous, les maîtres de la politique, d'accord? Et le moment venu, vous allez le constater. D'accord? Vous allez le constater le moment venu. Alors, donc, au Cameroun, quand quelqu'un découvre que tu le dépasses, au lieu de venir apprendre vers toi, il devient jaloux. Hein? Il devient jaloux. Il en devient malade. Il devient fou. Il devient fou. Ils oublient même que c'est nous qui avons créé tout ça. Ils deviennent malades et fous. Alors, ce que je constate chez les panafricanistes, oui, vous voyez, quand ces gars-là viennent de Paris, là, ou bien de Genève, quelqu'un est caché à Genève et fait la panafricaniste. Quand tu arrives donc au Niger, reste là-bas. Dès que tu as fini de prendre ton argent, tu attends que le vol là déclenche, tu rentres vite, te cacher à Genève. Alors, ces gens qui ne vivent pas en Afrique, un jour j'ai dit à un de ces petits qui est même né à Paris, vous le prenez pour un génie, j'ai dit, toi tu connais quoi de l'Afrique mon petit? Fais ton business, mais tais-toi. Parce que vous poussez la Guinée-Conakry à s'enfoncer. Vous poussez le Burkina Faso à se détourner de son développement sous prétexte d'une fierté. C'est quoi la fierté dans la misère? Voilà le Mali. Voilà le Mali. Si vous êtes honnête, et là c'est l'ancien éditorialiste, journaliste qui vous parle. Depuis que les forces françaises sont parties, je n'ai pas dit qu'elles devaient rester. Mais vous avez chassé donc les Français là. Les attaques au Mali se sont multipliées fois 1000. Tout le pays est à feu et à sang. Les Russes qui ont promis de vous aider, Wagner, eux-mêmes ont tué leur chef, Poutine a réglé le compte. Il y a le bicéphalisme, c'est le désordre. Les gars cherchent leur or, l'argent et tout. Et quand ils portent leur or, ils amènent en Arabie Saoudite et Poutine va chercher là-bas puisqu'il vend, il convertit en pétrole. Et c'est l'Afrique qui paye. Si le niveau de vie des Maliens a augmenté, moi je dis bravo. Si le Burkina Faso se sent mieux, je dis bravo. Si le Niger, après avoir chassé la France, constate que eux maintenant ils ont leur uranium, qu'ils le vendent, mais qu'ils donnent au peuple, que la gouvernance. On veut voir du concret. On est d'accord? Maintenant, si vous séparez ces gars-là, parce que ce que vous ignorez, c'est que il y avait même déjà l'AOF, l'Afrique occidentale française à la base, c'est d'abord une entité géographique, mais j'allais dire tribale. C'est un même peuple. Qu'il soit malinqué, soniqué, senoufou, c'est ceci, tout ce que vous voulez, c'est des frères et sœurs. Donc vouloir diviser, c'est dangereux. Et deuxième chose, ces pays-là de manière stratégique,
C'est des pays riches. Hein. Il y a beaucoup de minéraux au Mali. Hein. Le Niger, vous connaissez l'uranium et tout, le pétrole, hein, c'est des mers asséchées. Mais ce qui est dangereux, c'est que ces pays n'ont pas accès à la mer. Ces pays sont déjà des pays dits enclavés. D'accord? Le seul accès à la mer qu'ils ont, c'est Abidjan, la Côte d'Ivoire, et le Sénégal. Et la Mauritanie. Maintenant, s'ils coupent, c'est qu'ils ont le nord, dont ils ont les Arabes, là, les Algériens, les Marocains, la Libye, en haut du Niger. Alors, donc, vous quittez donc vos frères ici en bas, en Côte d'Ivoire, Ghana, tout ce Bénin, tout ça, pour aller espérer attendre la collaboration des Arabes que vous traitez d'esclavagistes. Moi, je veux bien voir comment ils vont traiter avec ces gens-là. Parce que le Mali est collé au Niger. Est-ce qu'ils les Algériens vont ouvrir les ports? Comment ils vont vivre? Bon, peut-être c'est réglé, hein? Nous, on analyse. Mais grosso modo, ce qui me gêne, c'est qu'il y a encore des naïfs panafricanistes qui crient, c'est quand ils arrivent à Abidjan, hein, qu'ils découvrent que la Côte d'Ivoire a 50 ans d'avance sur beaucoup de pays africains, noirs. Parce qu'eux, ils ne se sont pas coupés de l'infrastructure, de la modernité, du monde extérieur. Ils n'ont pas ces réflexions de repousser le colon. Nous, on est fiers de notre pauvreté. Personne n'est fier de la pauvreté. Notre but, c'est de trouver les moyens pour que la population vive mieux, avec un vrai leadership. Est-ce que ces trois pays-là peuvent développer une économie en autarcie? Est-ce que s'ils se coupent, la Russie peut leur apporter quelle aide? Est-ce que cette aide-là est structurée? La Russie est le plus grand... La Russie est un prédateur, c'est un profiteur, c'est un État voyou. La Russie n'a pas de sentiments. Pour ceux qui ne savent pas, quand De Gaulle dit non, quand Sékou Touré dit non à De Gaulle, les mêmes Africains là sont fiers. Mais et puis, c'est vrai que Giscard d'Estaing est revenu plus tard, dans les années 70 en Guinée, il a rétabli les relations. Mais la Russie, la Guinée s'est tournée vers la Russie, qui a fait venir même les coopérants, les enseignants, les ceci. Il fallait d'abord qu'ils apprennent le français pour enseigner le français. C'est absurde, non? Alors qu'ils pouvaient faire le russe. Il fallait devenir russe une fois. Et Alphonse Lebrun, vous me permettez de dire que la France a ses torts. La France n'est pas un pays sain, c'est une puissance colonisatrice. On ne colonise pas avec les bisous. Est-ce que vous me suivez bien? Vous pouvez au moins me prêter au moins l'intentionnalité de mon intelligence. D'accord? Mais je dis, le Mali était résolument, ou bien fragilisement stable. Un Mali qui va sombrer dans le chaos. D'accord? C'est à vous de choisir. Moi, qu'est-ce que je regarde juste qu'on a un discours qui excite, mais sur le fond, on vient se cacher en France. Hein? Tous les panafricanistes, là, ils veulent même... Ils sont même étonnés quand l'État français leur enlève leur petit travail de 1 000 €. Ils commencent à pleurer comme des enfants. Donc, vous croyez qu'on va vous... Mais c'est le retour de la situation. Il faut... Moi, je comprends pas. Moi, j'aime tellement le Cameroun. Vous voyez, je vis au Cameroun. Et la France aussi, c'est mon pays. Je vis en France. Donc, j'essaie de comprendre. D'ailleurs, mon dernier livre est en train de parler de cette situation-là. La place des Noirs. Hein, vraiment, on est traumatisé par notre héritage colonial, esclavagiste et tout. Mais ce sentiment anti-français peut être justifié.
Mais si vous avez la France, entre la France et la Russie, vous préférez quoi? Puisqu'on a l'héritage colonial français, on a la culture française. Si on vous dit de choisir, mais refoulez alors les deux. Mais un homme équilibré ne peut pas me dire que la Russie peut développer un pays. Ce n'est pas leur intérêt. Ils n'ont même pas la capacité. C'est une puissance militaire qui n'arrive pas déjà à battre l'Ukraine parce que c'est des guerres sournoises. D'accord? C'est des guerres. La Russie est un continent. Mais la guerre contre l'Ukraine aussi, c'est l'OTAN, c'est les Américains derrière. Donc, ils ne peuvent pas, c'est des guerres qui ne peuvent pas finir. Et la Russie est déjà tellement fragile qu'il lui manque des munitions. Et elle a besoin d'argent, d'énergie. Et elle vient chercher en Afrique. Mais elle n'a jamais fait une réunion pour dire, on va faire un transfert de technologie, on va vous donner ce qui est nécessaire pour relancer l'économie. Quand il y a eu le sommet URSS-Afrique, vous étiez témoin, les Russes ont dit, Poutine parle aux Africains comme De Gaulle à l'époque. Et ça ne vous choque pas. Il dit, on va vous donner l'aide, le blé, les céréales. D'accord? Et Monsieur Melvin Atangana, vous n'avez aucune culture géopolitique. Taisez-vous quand j'explique. Taisez-vous. Je vais arrêter ce direct. Hein? Oh. Vous voyez pourquoi on ne fait plus de direct? Parce que chacun est déjà expert. Quelqu'un vendait ses maniocs. Facebook qui devient des experts. Pas du manioc. Hein? Mais là, on parle maintenant de géopolitique. Je vous explique. On essaye d'avancer. C'est comme si un médecin vient s'asseoir. Il y a un médecin qui n'est pas trop mon ami là. Un abruti un peu là. Il vient souvent sur Facebook, qui cherche des vues là. Il veut attaquer tous les domaines. Même parfois la géostratégie. Alors qu'il dit qu'il est médecin, il opère les gens. Et je veux souvent lui demander, monsieur, quand tu opères tes gens là-bas, tu m'as déjà vu entrer dans ton hôpital, prendre les ciseaux aussi pour couper le cœur de quelqu'un? C'est pas mon truc. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez la capacité d'analyse d'un médecin de la science politique? Mais moi, je réponds. En tant qu'Africain, ce qui se passe aujourd'hui dans la géopolitique mondiale m'intéresse. Je ne peux pas mettre ma bouche dans ce conflit entre la Russie et le bloc de l'Ouest. Le monde n'a jamais changé. En 1979, quand les gars occupent déjà, quand l'URSS occupe déjà l'Afghanistan, il y a déjà cette guerre aux frontières entre les Américains et les Russes. La guerre froide, le rideau de fer, vous n'avez pas connu ça avec les Gorbatchev, la perestroïka, tout ça, c'est des moments difficiles de la planète. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, vous découvrez le monde, mais le bloc Est et le bloc Ouest, c'est des combats de civilisation. Et nous, là-dedans, n'entrons pas dans ce jeu. Cherchons juste à tirer l'épingle du jeu. La Russie peut nous entraîner dans une guerre qui va à notre perte. Et c'est pour ça que je vous dis que Cuba est aujourd'hui devenu un pays capitaliste parce qu'ils ont compris que 60 ans de communisme les a détruits. À Cuba, ils ont gardé les vieilles voitures américaines, mais ils disaient qu'ils sont contre les Américains. Ils boivent le Coca-Cola, mais en cachette. Miami est à 100 km des côtes. Non, non, non. La Russie n'a aucun moyen de développer un pays. Hein? D'accord? La Russie ne peut pas. La Russie, Poutine vient parce que les gars ont mis 30 ans pour retravailler l'armée. L'économie est en train de décoller. Pour les Russes, ça va mieux, mais pas pour les Africains. Le Mali ne peut pas s'en sortir avec, pour support,
La Russie, déjà la Russie est aussi hypocrite et sournoise. Parce que la Russie n'a jamais déclaré qu'elle est derrière, officiellement, hein, derrière le Burkina, derrière le Mali, derrière, ils ne peuvent pas le dire. C'est pour ça que Poutine est très stratège. C'est un ancien du KGB. Il crée Wagner, qui est une milice. Hein, comme si je peux créer une milice pour aller... Or, les Français en Afrique disent, voilà notre base militaire. On a une base militaire en Côte d'Ivoire. On a une autre au Gabon. C'est une base militaire française. Les Russes prennent des mercenaires, dont tous les prisonniers que Prigogine, on a libéré tous les condamnés à mort. Tous les violeurs sont au Mali, au Burkina et au Niger. Et ils cherchent leur argent en Centrafrique. Si vous trouvez que c'est bien, moi, hein, déjà quelqu'un s'appelle Alphonse Lebrun. Et il vient dire que je me trompe. Mais vous êtes qui, Alphonse Lebrun? Vous n'avez même pas de photo de profil. C'est quand même formidable, non, Facebook? Hein, monsieur Lebrun? Hein, quand tu vas laisser les Noirs entre eux parler, on va te respecter aussi. Mais pour l'instant, vous pouvez vous taire quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que sortons de la colonisation, la revanche coloniale. Entrons dans ce monde qui court. La France a fait beaucoup d'erreurs en Afrique. La France nous a traumatisés. Et la France est en train de découvrir qu'elle peut disparaître si elle ne retravaille pas son offre politico-économique avec l'Afrique. C'est là où je dis aux jeunes Africains, au leadership africain, écoutez ça. Saisissez cette France fragile au mot et profitez pour rééquilibrer. Parce que la France est une superpuissance économique. Si on revoit nos accords, l'Afrique peut gagner. Mais avec les Russes, vous ne pouvez rien gagner. Du moins pas tant qu'on est là. Parce que le Russe, sa priorité, c'est pas de créer une industrie en Afrique. Hein? L'Afrique, la Russie est là pour chercher le bois, l'or, l'énergie pour faire sa guerre à elle. Bon, et au final, l'idéal, c'est qu'on se libère de tous ces gens-là. Mais la libération de l'Afrique vient par l'élévation de la pensée. La pensée industrialo-mystique. Il faut qu'on ait une ingénierie du savoir. Il faut qu'on ait l'éducation qui soit ferme. Il faut qu'il y ait une culture africaine du mérite. Il faut qu'on ait une culture du travail. Il faut qu'on ait une culture de la sophiscratie. Mais l'Afrique, des putsch, des coups d'État, ça fait que quand le gars qui arrive au pouvoir au Niger arrive, lui veut d'abord les armes parce qu'il est militaire. Il croit qu'il peut lutter contre les trucs du désert. Au Mali, ces gars croient qu'ils sont plus forts, ils vont anéantir. Le Mali, c'est un grand pays en termes de superficie. Le Mali ne peut pas. L'armée malienne n'est rien. Et les Russes ne peuvent pas mettre leurs moyens pour défendre le Niger, le Burkina. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est ce que... Bon, je ne suis pas là pour parler de ces gens-là. Ils font leurs affaires en Afrique. Je dis simplement... Mais vous voyez... Bon, moi... Monsieur Lebrun, méfiez-vous. Vous faites du mal à la réflexion en Afrique. Soit vous faites exprès, soit vous êtes vraiment naïf et con. D'accord? Voilà. Mais je déteste, mais je ne vis pas en Russie. Quel est le panafricaniste qui vit en Russie? Envoyez ma sœur, la Suisse là. Envoyez-la en Russie même une semaine si elle va vivre. Envoyez l'autre petit bavard là en Russie. Pourquoi il ne reste pas? Moi, je suis heureux de vivre en France.
D'accord? Parce que la France politique, vous la confondez avec la France culturelle. Vous tous, vous êtes cachés en Europe. Allez en Russie. Vous ne connaissez pas les Russes. Vous ne connaissez pas la mentalité russe. La supériorité russe, c'est bien pour les Russes. Je n'ai rien à voir avec les Russes. Ils ont plongé le monde dans le communisme qui a appauvri l'Afrique. J'ai vu un citoyen de Guinée-Conakry qui montrait une rue d'un quartier à Yamoussoukro et il disait que eux-mêmes, toute la Guinée-Conakry n'a même pas la route d'une rue de quartier de Yamoussoukro. Et c'est mon histoire directe qui me ramène en France. Je ne sais pas comment vous arrivez en Europe, mais c'est notre histoire. La France est venue chercher mon grand-père, mon père, moi-même, mes enfants. Donc j'ai une histoire, même si je suis Camerounais. Même si je veux bien rester Camerounais. Je n'ai pas intérêt à ce que mes intérêts, et il faut le dire, cachent. Et je pense qu'on fera un live là-dessus. Et c'est un livre qui est en train de sortir. Prenez-le, précommandez-le. On ne va pas tout vous écraser pour vous éduquer et puis vous venez jouer les savants en cachette. Quand vous voulez apprendre, dites, expliquez-nous ceci, docteur Bissok. Expliquez-nous tel phénomène. Et en toute humilité, je peux me tromper, mais pas sur vos bases. D'accord? Vous n'aimez pas les experts. C'est ça qui me chagrine en Afrique. Vous n'aimez pas le talent. Vous n'aimez pas que les experts, les professionnels essayent un peu de vous dire. Ils me parlent des Russes. Vous êtes naïfs. C'est ça le malheur de l'Afrique. Dès qu'on a crié, oui, panafricanisme, nous sommes libres, nous sommes... Après, pourquoi vous n'allez pas... Pourquoi ces panafricanistes ne quittent pas la France? Il y a même... Pourquoi vous n'allez pas habiter au Mali, au Niger et en Russie? Moi, je ne comprends pas. Comment moi, je vais aller vivre en Russie et commencer à aimer la France et à critiquer la France? Non, j'ai choisi la Russie. Allez vivre en Russie. J'aimerais bien voir ces panafricanistes qui célèbrent la Russie, se mettre en Russie, à Moscou, faire des lives pour dire désormais nous on vit ici. D'accord? Arrêtez de dire ça aux Africains et c'est la jeunesse qui n'a pas l'internet, qui n'a pas l'eau, la lumière, qui n'a pas la vie. Qui à Bamako veut vivre comme en Russie? Bamako veut aussi avoir l'expertise de la France. Tout ça, c'est les relations diplomatiques. On peut retravailler ça. D'accord? Écoutez-moi bien, cherchez à préserver les intérêts. Les intérêts. Les intérêts. Quand vous avez un pays qui est partenaire, ne soyez pas aigris. Bon, allez, bonne journée. Merci.